Ok, bonjour tout le monde, je suis désolé, un petit peu en retard. On a eu des soucis pour se connecter sur GoToWebinar, donc la plateforme qui nous permet tout simplement de streamer cette petite présentation. On va essayer de, de faire quand même le même temps de présentation. J'espère que vous allez bien avec ce confinement, j'espère que vous en sortez, j'espère que aussi vous avez hâte de reprendre le boulot pour certains. Pour d'autres, bah, écoutez, confinement, ça permet aussi de se retrouver. Aujourd'hui, on va parler de Enscape. La semaine dernière, oui, c'était la semaine dernière. On avait parlé, non, c'était en début de semaine, excusez-moi, je suis fatigué. On avait parlé de BIM 360. Donc là, on va parler plutôt d'Enscape et du workflow qu'on va avoir avec les modèles BIM. On va parler principalement de Revit. On va laisser SketchUp, Vectorworks, Archicad de côté pour l'instant. On fera une présentation s'il le faut. Je me présente, Chouette Kurishi, BIM Manager et responsable technique France au sein de Man Machine. Alors, qui sommes-nous, Man Machine? Encore une fois, Man Machine, c'est une grande équipe qui est finalement qui rayonne à travers le monde entier, beaucoup plus en Europe parce qu'à la base c'est une entreprise allemande. En France, on a une équipe quand même qui est assez pluridisciplinaire. Donc, on a plus de personnes que ça. J'ai pris que quelques photos pour les présenter, mais on a Christophe, on a Nasser, on a une équipe commerciale d'enfer, on a aussi Cynthia qui est justement la responsable marketing, grâce à qui on a la possibilité de faire un petit peu ces présentations. C'est elle qui a poussé pour qu'on fasse ces petits webinars. Au début, on n'avait pas trop envie, mais finalement, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ok, c'est parti. Donc, qui est Man Machine? Man Machine, c'est une grande entreprise, comme je vous disais, qui rayonne un peu partout dans le monde, principalement en Europe, positionnée sur la conception, le développement et la commercialisation de solutions CAO, BIM, CFAO, aussi positionnée sur l'industrie manufacturière, l'architecture et la construction, donc justement le BIM, comme l'infrastructure et le génie civil, plus de 50 implantations dans le monde entier, 55, plus de 1000 collaborateurs, dont plus de 100 développeurs. Donc on a énormément de développeurs. On propose nos propres solutions aussi. On travaille avec les solutions de partenaires, mais on a aussi nos propres solutions. On a, comment on appelle ça, une réactivité face aux demandes de clients. Quand on a un éditeur qui met un an pour pouvoir ressortir une nouvelle solution avec ce que le client a besoin, nous, on est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus efficace. Enfin, on est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus réactif. C'est une entreprise Man Machine qui finalement a été créée en 1984 et aujourd'hui est premier partenaire Autodesk en Europe et deuxième partenaire dans le monde entier. Donc aujourd'hui, elle affiche un chiffre d'affaires de plus de 180 millions d'euros. Et voilà, donc elle se porte bien. On a une offre globale d'accompagnement sur plusieurs sujets comme le déploiement de solutions CAO BIM, la formation et le transfert de compétences en BIM, des conseils pour la gestion de plateformes collaboratives, comme on en a parlé un petit peu en début de semaine avec BIM 360, mais on en a d'autres, avec des partenariats qui peuvent se créer à n'importe quel moment. On a la possibilité de faire des détachements de compétences pour des missions de projet. On a la possibilité aussi de prendre le relais sur le management BIM ou accompagner les managers BIM sur des projets quand ça commence à devenir assez important. Donc, on a aussi une possibilité, c'est de faire des audits du conseil et du déploiement de projets en milieu, en milieu, en milieu professionnel. Donc là, du coup, on va avoir un petit sommaire, une petite définition, la CAO, le BIM, la VDC, les workflows qui sont réalisables en deuxième partie, puis on parlera un petit peu d'Enscape où tout simplement je présenterai Enscape sur un modèle. Alors,
On parlait un petit peu des données d'entrée. La CAO qui est apparue dans les années 80, en tant que au moment où est apparu aussi Man in Machine, on avait un fort besoin, c'était de passer à la planche à dessin numérique directement avec AutoCAD. Et l'idée, c'était quoi? C'était tout simplement de proposer des plans beaucoup plus rapidement, avoir la possibilité de revenir en arrière, chose qu'on ne pouvait pas forcément faire avec un calque. On pouvait le faire, mais gratter un calque plus de 7 fois, c'était compliqué. Déjà, 7 fois, c'était très très compliqué avec les meilleurs qui pouvaient le faire. Là, vous pouvez faire autant de CTRL-Z que vous voulez, hein. Euh, donc du coup, c'était un besoin qui était quand même assez important. On n'était pas tous habiles sur les feuilles de calque et ça coûtait quand même assez cher. Alors là, la CAO est apparue avec AutoCAD, des concurrents, et on a pu avoir la possibilité, Archicad aussi, hein, faut pas l'oublier, il est apparu dans les années 80. On a eu la possibilité de pouvoir dessiner, voire même de modéliser euh, la CAO. Il faut savoir que la CAO en 3D est apparue assez tôt. Moi, j'étais même pas encore né, hein, quand j'ai fait mes petites recherches. J'ai remarqué que j'étais même pas né encore quand la CAO en 3D est apparue. Et c'est ce qui est assez marrant, c'est que quand vous posez la question en formation aux des personnes que vous accompagnez, s'ils savent depuis quand la CAO 3D est présente sur le marché, les gens ont tendance à tout simplement faire un parallèle entre la CAO 3D et le BIM. Le BIM, qu'est-ce que c'est? Le BIM, en fait, tout simplement, c'est quoi? C'est un modèle 3D qui est assez intelligent, très intelligent. C'est une armoire à plan, plus un des rendus 3D que vous allez avoir. Vous aurez avec ça la possibilité de faire une coordination. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir un hub sur lequel, un référentiel unique sur lequel plusieurs parties prenantes vont pouvoir se connecter et enrichir tout simplement le I du BIM, donc du coup la base de données. Et vous allez avoir aussi le troisième pilier, c'est une administration d'une base de données euh, qui se fera au fur et à mesure, suivant aussi le métier concerné. Et donc voilà. Donc le BIM, c'est quand même une maquette qui est plus que de la 3D, puisque vous allez avoir la possibilité d'afficher des informations, de les modifier, ou alors tout simplement de les exporter, chose que vous ne pouviez pas faire en fait facilement avec les autres logiciels de CAO. Il y avait des manipulations à faire, il y avait certaines informations qu'on pouvait exporter, mais on n'avait pas forcément les mêmes possibilités, la même portée. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de connecter directement un modèle Revit avec une base de données SQL, et puis vous avez la possibilité de faire des allers-retours qui sont assez sympathiques. Je vous parle maintenant de la VDC. Alors, qu'est-ce que c'est que la VDC? C'est du Virtual Design Construction. Avec la VDC, vous allez avoir la possibilité d'aller beaucoup plus loin qu'avec le BIM. Le BIM va nous permettre tout simplement de créer un modèle sur lequel on va pouvoir positionner des informations. La VDC, vous allez aller beaucoup plus loin. En fait, on va simuler des cas suivant les informations qui sont présentes dans la maquette, ou alors aller beaucoup plus loin avec le logiciel qui nous permet tout simplement de faire des analyses. Vous avez différents types d'analyses que vous allez pouvoir avoir. Vous allez avoir les facteurs lumière-jour, enfin tout ce qui est analyse pas forcément que de la lumière, que de luminaire, d'artificiel. Vous allez avoir aussi le fait de pouvoir aussi contrôler, mesurer et travailler avec la courbe solaire. Vous allez pouvoir travailler aussi avec des logiciels qui vous permettent de faire des calculs de structure. Alors, vous avez des exemples, vous en avez pas mal, hein. Vous avez Robo, vous avez Sophistic, vous avez aussi SIA, vous en avez quelques-uns. Vous allez avoir la possibilité aussi, tout simplement, suivant la base de données, d'aller vérifier, faire des requêtes, si oui ou non si vous pouvez prétendre à une certification LEED. Donc, vous allez avoir quand même un contenu sur la maquette qui vous permet de vous montrer en fait très rapidement si oui ou non vous utilisez des matériaux qui vous permettent aussi de vous positionner d'une certaine manière. Pareil pour la partie énergie, pareil pour la partie conception. Nous, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est la partie visualisation.
dans tout ce qui est rendu. Vous allez pouvoir en avoir d'autres, hein, comme il y a des logiciels comme Navisworks qui vous permettent d'aller très très loin. Vous allez pouvoir faire comment on appelle ça? Vous allez pouvoir programmer en fait en fonction de votre planning, et là, quelle que soit la source, Excel, Gantt de MS Project, Primavera, vous allez pouvoir affecter des objets directement à des jalons sur vos plannings et pouvoir tout simplement participer à la construction virtuelle de votre bâtiment au fur et à mesure. Il y a d'autres logiciels, hein, qui le font. On a un nouveau partenariat avec Design de Film Project. Les solutions sont assez intéressantes. On propose justement des journées de formation avec nos formations dans notre parcours coordination BIM. Et puis bon, on aura la possibilité de travailler sur d'autres solutions comme la partie électronique, layout, safety, qualité, etc. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est bien la partie visualisation, tout ce qui est rendu. Alors les rendus réalistes plutôt, parce que les rendus normaux, on a la possibilité de les faire. Il y a des rendus qu'on pouvait faire avant à la main, on peut toujours les faire, hein, à l'heure actuelle, travailler sur des belles perspectives, ça peut être aussi séducteur. Vous avez des rendus où vous avez tout simplement la possibilité de récupérer une vue 2D. On l'a beaucoup utilisé, hein, entre les années 90 et les années 2010 jusqu'à 2015. On prenait une vue du bâtiment qu'on allait tout simplement construire, hein. Les cabinets d'architecture étaient, étaient dessus en fait, hein. Il prenait les points de vue face au projet. Il les positionnait aussi dans les dossiers de permis de construire. C'était aussi très utilisé en phase concours. Et en fait, on utilisait un logiciel comme Photoshop pour pouvoir tout simplement habiller le, le point de vue. Aujourd'hui, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin. On récupère un modèle directement en 3D. On peut le retravailler avec des logiciels comme 3ds Max ou autre. Et l'idée, c'est de travailler avec les lumières, l'idée, c'est de travailler avec les caméras pour pouvoir proposer tout simplement un rendu beaucoup plus réaliste, mais aussi bouger à n'importe quel moment autour de la maquette pour pouvoir récupérer des points de vue différents. La virtual design construction va beaucoup plus loin en fait. On peut travailler sur l'utopie, mais on peut aussi travailler sur la réalité étendue. Alors qu'est-ce que c'est que la réalité étendue? La réalité étendue, c'est tout ce qui est réalité virtuelle, la VR, la R, donc la réalité augmentée, la réalité mixte. Toutes ces nouvelles réalités qui apparaissent, c'est un petit peu la réalité étendue. Donc, je différencie l'utopie de la réalité étendue. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas forcément les mêmes choses. L'utopie, c'est ce que vous projetez. La réalité étendue, ça peut être aussi ça peut être aussi quelque chose que vous projetez de faire, mais c'est beaucoup plus quelque chose qui va se rapprocher de la réalité. Donc on a, en fait, j'ai différencié sur cette petite ligne. Vous allez avoir la possibilité de travailler sur la réalité, surtout ceux qui sont dans le milieu de la construction. Vous allez avoir des outils comme Recap qui vont pouvoir tout simplement capturer la réalité. Donc en fait, même l'étymologie du mot Recap, c'est réalité capture. Euh, Capturer la réalité via des scans 3D, récupérer l'information et remodéliser dessus. Alors, on sait que la réalité et l'utopie, c'est deux choses différentes, hein. On a beau à concevoir des murs droits, on a beau à concevoir des sols droits. La réalité, c'est qu'en fait, finalement, c'est pas forcément ce qu'on attend en fait par rapport au plan. On ne peut pas tout contrôler, on n'est pas des machines. Il y a la main on reste on a encore des imperfections, hein. On n'imprime pas en 3D. Donc du coup, la réalité, c'est un peu plus ça. Alors, ensuite, on va avoir la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? En fait, on reprend tout simplement des plans 2D qu'on va retravailler sur 3ds Max, par exemple, ou alors tout simplement on reprend des maquettes 3D, Archicad, ou tout simplement vous allez avoir d'autres Revit.
on va récupérer tout simplement ce qui nous intéresse, on va les envoyer dans des logiciels beaucoup plus intéressants, beaucoup plus spécifiques, et on va tout simplement créer un environnement dans lequel, une fois le casque mis sur la tête, on va pouvoir avoir une immersion totale. Après, on va avoir la réalité augmentée. La réalité augmentée, qu'est-ce que c'est en fait? On va avoir tout simplement un casque sur la tête, hein, des lunettes, et des informations vont apparaître au-dessus de notre vision qu'on va avoir de notre environnement. Si on sélectionne, enfin, si on fixe un objet, on va pouvoir avoir des caractéristiques apparaître. Et ensuite, on va avoir la réalité mixte. La réalité mixte, c'est en fait un casque sur la tête avec des caméras qui vont nous permettre d'avoir justement le mix des deux. Alors, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir ça en visualisation, pas forcément avec le casque. Pour la réalité virtuelle, les outils qui nous permettent de l'avoir en visualisation, bah, c'est les outils de modélisation sur lesquels vous pouvez faire des visites virtuelles. La réalité augmentée, quand vous sélectionnez un objet sur Revit ou autre, et que vous avez des informations en visualisation, c'est ce qu'on a. On va voir avec plus tard qu'avec d'autres outils, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et la réalité mixte, il y a un exemple d'application. Vous pouvez récupérer la réalité via des outils comme des scanners 3D que vous avez intégrés dont des informations dont vous allez récupérer les informations pour pouvoir les intégrer dans un logiciel type Recap, et puis vous allez pouvoir positionner un modèle Navisworks à l'intérieur tout simplement pour mettre en évidence une certaine possibilité, une certaine faisabilité des projets, des intentions architecturales ou des intentions engineering que vous pouvez avoir sur un projet. Alors, comment on fait pour avoir tout simplement un modèle, un rendu? On prend un plan 2D, comme je le dis, une maquette 3D ou un plan BIM, et ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on peut partir d'une maquette blanche ou autre, et ce qu'on fait, c'est qu'on maquille tout simplement, on transforme l'image de telle sorte à ce qu'il y ait une donnée de sortie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus vendeuse. On va pouvoir avoir une profondeur, on va pouvoir avoir une notion de couleur, une colorimétrie plus intense, hein. On va avoir des nuances. On va aller beaucoup plus loin, en fait. On part d'une image assez, pas forcément fade, assez belle, mais pour l'améliorer, en fait, tout simplement. Donc, du coup, on part d'un modèle classique, comme vous pouvez l'avoir ici, et des exemples comme celui-ci, vous en avez plein sur YouTube. On prend l'exemple de la maquette qui est fournie avec Revit, et puis on l'envoie directement dans nos logiciels. Donc là, l'image que vous avez juste à côté, elle a été travaillée avec un outil qui s'appelle Revit, le moteur Revit. Il y a énormément de workflows qui sont réalisables dans cette partie-là, tout simplement cet environnement. Parce que du rendu, on peut en créer de tout type. Donc là, je vous présente un petit workflow qui est réalisable. Vous allez partir de vos outils 3D sur lesquels vous allez traiter énormément de données. Ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est de trier l'information en amont, codifier les calques si vous travaillez avec des outils type AutoCAD. Et vous savez qu'avec AutoCAD, vous pouvez faire de l'export des WG, même avec Revit, vous pouvez faire de l'export 3D des WG. Et codifier aussi dans les objets pour pouvoir les reconnaître de l'autre côté, dans l'environnement, dans l'autre environnement. Vous allez vous allez devoir travailler un peu sur le découpage d'une maquette, et comme je vous dis, pour faciliter le traitement après chaque export. L'idée, c'est de faire des exports au format FBX. Le format FBX, c'est quoi? C'est le format qui va tout simplement reprendre l'épiderme de la maquette avec les notions de matériaux, les notions de luminosité, de caméra. Et l'idée, ça serait de le renvoyer vers des logiciels type 3ds Max pour pouvoir justement faire les découpages et les séparations,
Travailler énormément sur la partie texture, améliorer les matériaux, parce que là, on va avoir des moteurs de gestion qui sont totalement différents. Travailler aussi, pourquoi pas, sur des animations, travailler aussi sur la séparation d'objets en sous-objets. De ce logiciel-là, vous allez repartir sur un logiciel encore un peu plus puissant, comme Unreal. Unreal, c'est quoi? C'est un moteur de jeu à la base qui a été tout simplement étendu sur pas mal d'usages. Énormément de comment on appelle ça? Vos applications sur mobile utilisent le moteur Unreal. Si c'est pas Unreal, c'est Unity. Les deux fonctionnent. Là-dessus, vous allez pouvoir travailler sur des matériaux encore un peu plus, ou alors tout simplement aller améliorer les matériaux, travailler sur une codification euh, aux objets, leur assigner aussi des nouveaux codes, travailler sur des opérations, des manipulations, travailler aussi sur la possibilité, en fait, tout simplement, quand je vous parle de gestion de manipulation, c'est si vous voulez faire de la réalité virtuelle, avoir la possibilité, par exemple, de soulever un seau, soulever un sofa. Et ça, vous l'avez énormément quand vous utilisez des applications qui vous permettent de faire de la visite virtuelle dans un appartement, dans un bien, en fait, et que vous voulez agencer tout simplement du mobilier, que ce soit dans une cuisine, tout simplement dans un salon et autres. L'idée, ça serait tout simplement d'exprimer votre besoin tout en ayant la possibilité d'être en immersion totale. Et au final, vous pouvez créer en fait, tout simplement un exécutable ou alors créer un package, un Unreal, pour pouvoir avoir une expérience VR et la partager par la suite, hein. Avoir une visite virtuelle qui est assez confortable, avec des expériences sonores, une expérience visuelle assez, assez poussée, et puis avoir la possibilité d'avoir cette expérience du toucher. Même si vos muscles ne vont pas forcément travailler, le fait de pouvoir le fait de pouvoir manipuler des objets, c'est quand même quelque chose qui est assez, assez sympathique. Alors, avec la VR, ce qui est intéressant, enfin, la VR surtout, c'est que quand vous avez un casque sur la tête, vous avez une stimulation de trois de vos sens. Vous allez avoir le toucher, le regard et l'ouïe. Et quand vous voulez en fait faire une présentation face à votre client, ou alors à une personne tierce, la personne se prête très rapidement au jeu, à part si elle a, elle a- il y a certaines personnes qui ont du mal à, à avoir une immersion totale, hein. On a une oreille interne et pour certaines personnes, c'est très compliqué, hein, de pouvoir manipuler cette oreille interne, de pouvoir. On joue un petit peu avec le cerveau, hein, puisque tout simplement, on projette des images, un son, un environnement sur lequel en fait on sait que c'est pas forcément réel et pour certaines d'autres personnes ça peut causer des nausées, etc. Donc du coup je passe à la suite et je vais vous parler un petit peu d'Enscape parce que sur Enscape ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire pas mal de choses sympathiques. Alors je sors d'ici 2 secondes. Voilà, on va voir plusieurs modules, hein, sur notre interface. On va aller voir assez rapidement. Je commence à avoir le temps et je vais me faire un petit peu encore engueuler par Cynthia. Alors, je repars sur Revit. Je lance Revit. Hop, hop, hop. J'ai dû redémarrer mon poste. Je suis désolé à cause du problème qu'on a rencontré tout à l'heure. Je lance Revit. Nickel. Ah bah, c'est génial. On me dit aussi quand est-ce que Enscape, quand est-ce qu'il y a une nouvelle solution Enscape à disposition. Ok, je vais partir sur une maquette. Tiens, je vais partir sur la même maquette qu'on a utilisée pour BIM 360. Donc c'est une maquette cloud. Je l'ouvre directement sur Internet. La BIM 360. Et en fait, une fois Enscape installé, vous allez avoir un petit onglet qui va apparaître dans l'ensemble de tous les onglets que vous avez sur sur la partie onglet. Et vous allez pouvoir avoir un menu
qui va vous être présenté comme celui-ci sur Revit. Sur SketchUp, ça se passe un peu différemment, mais c'est pas très grave. Vous allez pouvoir sélectionner une vue sur laquelle vous souhaitez, par exemple, vous positionner pour lancer le moteur Enscape. Le moteur Enscape, en fait, il va repartir sur cette vue-là. C'est une vue qu'il a ouverte directement. Et très rapidement, vous allez voir que le rendu va être progressivement être créé. C'est la carte graphique qui va prendre le relais par la suite. Et vous allez avoir tout simplement un rendu créé automatiquement sur votre écran. Alors, je vais mettre les deux écrans côte à côte. Hop, je le mets juste à côté. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'en fait, vous allez synchroniser systématiquement votre maquette à chaque fois que vous allez bouger votre maquette. Alors, je vais partir là-dessus. Une fois que j'ai ouvert le moteur, je vais vous expliquer un petit peu. Vous avez des touches, vous pouvez les cacher, c'est ce menu-là avec l'outil, avec la touche H. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir se balader un peu partout sur la maquette. Vous allez pouvoir utiliser les flèches ou alors les flèches que vous utilisez quand vous voulez, quand vous jouez sur votre ordinateur. Donc, soit les flèches, soit ces petites flèches-là. Si vous voulez aller beaucoup plus vite, vous appuyez sur la touche Mage et vous allez pouvoir tout simplement rentrer dans le bâtiment beaucoup plus rapidement. Ok, donc là vous avez un rendu en temps réel, c'est pour ça que vous avez plein de facettes qui se créent au sol. Hop, 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 hop. Vous allez du coup pouvoir bouger un peu partout comme vous voulez. Alors, on peut voir qu'en fait ici, le soleil ne permet pas forcément, la course solaire, aujourd'hui le positionnement ne permet pas forcément d'avoir une image assez éclairé. Vous voyez en bas, en fait, si vous sélectionnez Shift et la touche droite de votre souris, vous allez pouvoir assombrir, donc du coup changer l'heure de de la journée, en fait, finalement. Vous pouvez simuler des visites à n'importe quelle journée à n'importe quel moment de la journée. Excusez-moi. Donc là, je vais pouvoir monter. Ah mince, je me tape les marches. En fait, vous allez avoir deux modes. Vous allez avoir la possibilité tout simplement d'être en mode fly ou en mode walk. Ce mode-là, vous allez le voir ici. Si je passe en mode fly ou en mode walk, je vais pouvoir soit tout simplement monter les escaliers, marcher sur un sol et pouvoir me balader dans la maquette. Si je suis en mode fly, là, c'est simple. Je vais pouvoir me balader un petit peu comme Superman sur le projet. Voilà, voilà. Par contre, il faut que je fasse attention. Quand je me lâche sur le sol, c'est qu'il faut que j'évite de traverser un sol ou un plafond avant de bouger. Donc là, je vais aussi avoir la possibilité de regarder un petit peu, me balader en dessous, au niveau du plénum, pour pouvoir un petit peu voir tous les réseaux qui passent dedans. Donc là, un petit clin d'œil à Vincent qui suit aussi le webinaire. Hop là, qui a fait justement toute la partie réseau. Hop là, hop, hop, hop. Donc là, je vais travailler sur autre chose. C'est sur la possibilité d'avoir ma petite, ma petite, hop là, ma petite cinématique. Donc là, on va parler. Je vais appuyer sur la touche raccourci K. Cette touche raccourci K va me permettre d'avoir un menu assez spécifique sur lequel je vais pouvoir rajouter des keyframes. Donc là, si je rajoute des keyframes, c'est génial. Je vais peut-être le remettre en mode. Sinon, la vidéo va être pas terrible. Je rajoute des keyframes, ça va me permettre tout simplement de me balader sur le projet et de faire quelque part une petite cinématique. Voilà, je vais partir en arrière, peut-être 13 secondes, et je vais dire ma petite cinématique. Donc ça, c'est intéressant quand même quand vous voulez rapidement présenter un projet et que vous voulez faire une présentation PowerPoint.
PowerPoint, si par exemple vous avez une présentation pour un client en début d'après-midi et que vous devez modifier vos rendus pour la présentation, proposer une présentation cinématique, ça se fait assez rapidement. Et vous pouvez ensuite l'exporter via le menu que vous avez ici. Et vous allez pouvoir faire un rendu. Voilà. Alors, je vais sortir d'ici. Je vais repasser en mode fly. Hop là. Je vais sortir d'ici. Hop là. Passer sur fly. Et là, hop là. Je vais traverser tous les murs parce que j'ai envie d'aller sur le parking. Montrer des choses. Hop là. Ok. Donc là, en fait, vous avez compris, hein, je me mets sur le parking. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de vous montrer qu'on a la possibilité de positionner des assets. Hein. On a une librairie qui est fournie avec le logiciel. Cette librairie-là, en fait, vous allez avoir des familles finalement sur lesquelles vous allez pouvoir positionner votre choix sur certains objets. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est les véhicules. Hop là, les véhicules, nickel, impeccable. Alors, j'ai vu comprendre qu'il y avait une voiture française dans le. Ouais, je sais pas si... Oui, c'est Peugeot. Okay. Je vais pouvoir positionner une Peugeot. Hop, on attend 2 secondes. Nickel, voilà. Si tout se passe bien, on va apparaître ici. Comme synchronisation. Hop là. Je sors d'ici. Il va falloir que je sorte juste du menu. Hop, pour positionner d'autres véhicules. Échappe. Donc là, je vais retourner sur ma petite fenêtre Escape. Et voilà, j'ai une petite C4, je vais lever la C4. Je vais passer à la pub avec le transformer. Hop là, nickel. Voilà, je sors d'ici. Nickel. Et là, ah tiens, R8. Ah, faire attention, des fois, moi aussi, je tombe dans le panneau, mais j'ai tendance à vouloir positionner la voiture sur cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, c'est qu'une fenêtre de rendu, en fait. Hop là, nickel. Une fois que c'est fait, ah mince, je me suis trompé de plan. Elles sont toutes là-haut. Je me demandais où étaient ces voitures. Donc, du coup, hop, hop, hop. On va redescendre. Et du coup, ils sont même pas placés au bon endroit, du coup. Parce que c'est dangereux, ça. Hop là, nickel. Peut-être une ou deux qui sera placée au bon endroit. Allez. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai mon rendu qui se crée assez rapidement. Vous voyez que tout simplement, une fois que la modification est faite sur, l'application, vous allez avoir un rendu systématique dans la fenêtre de visualisation. Donc, vous allez pouvoir choisir aussi différents types de perspectives. En fait, on va avoir une perspective type perspective, on va avoir une perspective où vous allez avoir 2 points de fuite. C'est quelque chose qui est assez utilisé dans les rendus. Et vous allez avoir quelque chose d'assez nouveau, c'est la partie orthographique. Alors, la partie orthographique, quand est-ce qu'on l'utilise? La partie orthographique, c'est quand on veut, par exemple, illustrer un plan. Si je me mets sur un plan, je vais prendre n'importe lequel, hein, celui-ci, hop là, je vais demander à avoir. Ah, je ne vais pas pouvoir avoir ce plan-là. Qu'est-ce que je fais? J'aurais une tu fais ça. Je me suis trompé. Je ne peux pas rester. Je reviens, voilà. En fait, la vue orthographique, elle va vous permettre d'avoir tout simplement une vue qu'on appelle vue ortho. Elle va vous permettre
Alors vous allez voir qu'avec les touches que vous avez ici, vous allez pouvoir passer directement sur les élévations ou alors sur la partie rendu, vous allez avoir un équivalent d'une image Google Maps en fait, Google Earth. Voilà, voilà, voilà. Donc, alors, je ressors d'ici, je vais me remettre en perspective et je vais continuer un petit peu le parcours des autres possibilités qu'on va avoir sur l'outil. Hop là. Donc là, je m'approche d'un arbre, par exemple, et je vais revenir sur Revit. Donc ici, vous allez pouvoir tout simplement faire des rendus systématiques. Si je veux créer un rendu de cet arbre-là, je vais cliquer, créer le rendu, hop, et j'envoie le rendu, il va créer systématiquement le rendu, comme vous pouvez le voir sur le côté. Ce ne sera pas un rendu comme vous pouvez l'avoir sur des moteurs beaucoup plus gourmands en termes de performance, mais vous allez avoir un rendu comme celui-ci. Hop, une fois que c'est fait, je vais vous montrer aussi la partie export, qui est assez intéressante, parce que c'est bien d'avoir un modèle comme celui-ci, mais si vous êtes le seul à pouvoir le manipuler, c'est pas forcément intéressant. L'idée, c'est de pouvoir l'envoyer au client d'une certaine manière. S'il utilise des outils, une machine assez puissante, l'idée, ça serait de lui créer un exécutable pour pouvoir tout simplement lui partager la visite virtuelle. Et sur cette visite virtuelle, en fait, il aura le droit un petit peu de faire ce qu'il veut, il pourra se balader, il aura les mêmes menus que vous, en fait, finalement. Et hop là, c'est bien un exécutable. On va lui donner 2 secondes, quelques secondes. Il va faire son export. Vous voyez, c'est pas trop long. Quand vous avez une bonne machine avec une bonne carte graphique, ça va assez rapidement. Alors je parle, mais pour l'instant, je laisse faire. Voilà, nickel. Voilà. Alors ces détails qui sont quand même assez importantes. 109 MO, ça s'envoie pas forcément par mail. Utiliser WeTransfer ou autre. Et là, en fait, j'ai mon exécutable qui est créé. Il est créé où? Ah, il est là. C'est mon exécutable qui est créé. Et en fait, indépendamment de Revit, je vais pouvoir l'ouvrir. Il va me retrouver la vue dans laquelle j'ai pris cette, cette visite, tout simplement. Je vais exporter cette visite. Et vous voyez, en fait, une fois que le chargement est fait, vous allez pouvoir vous balader. Il va avoir un petit exécutable, donc du coup, un genre de petit jeu en fait, dans lequel il va pouvoir avoir aussi les mêmes possibilités, pouvoir changer aussi à n'importe quel moment le, la course solaire, pouvoir avoir l'impact qu'il a sur le bâtiment. Je le mets en grand écran. Bon, ça ne sera pas forcément les mêmes graphismes, vous voyez que là, en fait, vous allez avoir du grain. Ok, il va falloir laisser la carte graphique faire son travail, mais toute la solution est béquée à l'avance, elle est cuite à l'avance pour pouvoir être pour pouvoir en profiter finalement. Ça, les clients sont assez friands quand ils ont un outil comme celui-ci parce que tout simplement, ils ont la possibilité, sans forcément faire appel un meeting général avec toutes les autres parties prenantes pour comprendre le projet, ils ont la possibilité tout simplement de, de se balader dans le projet. Alors, ça, c'est un exécutable. Il est là. Vous allez avoir l'autre fenêtre Enscape qui est là. On voit bien que c'est deux fenêtres qui sont totalement différentes. Vous allez avoir quasiment euh, quasiment les mêmes options, mais c'est un exécutable qu'on met à disposition du client. Et voilà. Je ferme ça. Ça n'a pas d'impact sur cette fenêtre-là. Je reviens ici pour vous montrer quelque chose d'autre. Ici, on va avoir la possibilité aussi de faire un export et la maquette se trouvera directement sur un lien internet en fait.
la maquette va être transférée sur les serveurs de Enscape et vous aurez juste à partager ce lien-là aux différentes parties prenantes pour pouvoir tout simplement naviguer dans le projet. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, c'est pas forcément la machine qui reprend tout. C'est pas forcément, c'est les serveurs qui travaillent derrière un petit peu pour streamer la- la- l'image. Donc du coup, on va le laisser faire un petit peu son petit export. Vous allez pouvoir reprendre aussi les navigations que vous allez avoir sur vos différents logiciels pour pouvoir les travailler. Vous allez pouvoir faire des rendus aussi vidéo. C'est pas forcément obligé de faire qu'un export exécutable ou faire un rendu vidéo. Tout à l'heure, on avait commencé à faire une petite cinématique. Donc l'idée, c'est de travailler correctement cette cinématique avant de l'exporter. Vous allez pouvoir aussi créer vos panoramas, des panoramas que vous allez pouvoir consulter aussi sur vos cardboards, hein, comme les Google Cardboard. Vous allez pouvoir aussi utiliser ça sur vos applications mobiles et avoir une impression d'immersion. On revient sur la partie réalité, réalité virtuelle, réalité augmentée. Vous allez avoir votre petit téléphone et un peu comme vous l'avez sur Google Maps, quand vous changez le mode, quand vous êtes connecté avec votre téléphone, vous pouvez tout simplement tourner la tête tout en gardant le câble sur votre téléphone et vous balader en fait en immersion dans un environnement, dans une autre ville en fait. Donc là, vous allez pouvoir le faire dans la maquette. Ça, c'est quand même assez intéressant. Tous ces panoramiques que vous allez créer, vous allez pouvoir les envoyer directement en ligne. Voilà. Bon, faire quelque chose. Hop là, hop là. Je ferme ça ici. Il y a quelque chose aussi assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir ici, hein, avec cette solution-là, ajouter du réalisme. Hop là. Hop, 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 hop là. Vous allez pouvoir rajouter un petit peu de réalisme en positionnant des sources sonores. Je vais revenir quand même ici directement. Hop là. Hop. Ici pareil, hein, je vais reprendre ma petite vue 3D. Hop. 4 graphiques en train de travailler. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Bon. Ah, j'ai eu un petit problème. Je fais deux choses en même temps. Donc, il me dit qu'il n'a pas pu le mettre en ligne. Je reviens quand même, hop là, sur la vue 3D que j'ai là. Hop, pour vous montrer qu'en fait, on a la possibilité de positionner. Je vais déplacer les choses. Je vais rester là-dessus avant de bouger. Et là, je vais pouvoir positionner une source sonore. J'ai juste besoin de choisir la source sonore. Hop, cet élément-là au niveau du raccord. Et une fois que c'est fait, il va normalement est censé me poser une question. Il ne me pose pas. Voilà, je pense que je dois avoir un petit bug. Ah là, voilà. Il me pose la question de savoir quel est le son que on souhaite tout simplement faire tourner en boucle quand on est à proximité de l'objet. Donc c'est pas mal intéressant ça quand vous voulez proposer une immersion totale et que vous voulez en fait que l'objet se trouve, enfin que la visite virtuelle soit un peu plus pimentée pour votre client. Et l'idée c'est qu'une fois que vous êtes positionné juste à côté de la source sonore, vous ayez en fait le bruit qui tout simplement se met en boucle en fait. Alors, vous l'avez peut-être pas ce son-là. Moi, je l'ai au niveau de mes oreilles, dans mon casque. Donc, une fois que je me rapproche, et puis même sur le plan sur lequel je suis, j'ai ce, ce bruit-là qui tourne en boucle. Et aussitôt que je m'éloigne hein, de cette partie-là, je n'ai plus, je n'ai plus, je n'ai plus ce bruit, tout simplement. Vous avez plusieurs bruits qui sont à disposition
à vous de venir rajouter d'autres ambiances sonores, hein. Vous en avez que deux sur le coup. Si vous le, si vous le, si vous en rajoutez, vous mettez ça dans le bon dossier. Vous allez les chercher tout simplement quand ils vous posent la question. Et, euh, et voilà, en fait, là vous l'avez dans un lien, vous allez pouvoir en rajouter d'autres. Les fichiers, hein, vous regardez, hein, c'est des fichiers de type MP3. Donc c'est ça. Vous pouvez même lancer une musique, hein, en fond, quoi. Ça peut être assez intéressant. Ça se fait aussi beaucoup lors des visites. Vous positionnez des ambiances sonores un peu partout sur le projet, et puis vous avez votre client qui est assez, qui tout simplement, qui profite un petit peu d'une visite avec une petite ambiance. Et voilà. Alors, ensuite, je vais avoir la possibilité de travailler sur tout simplement un menu sur lequel je vais pouvoir changer certaines caractéristiques. Je vais avoir la possibilité, par exemple, de tout simplement travailler sur la partie RTX. Donc, si vous travaillez avec une carte graphique de type RTX, vous pouvez lancer le calcul automatique du ray tracing. Vous allez avoir comment on appelle ça, des possibilités comme faire bouger un petit peu tout ce qui est flore et faune. Vous allez avoir du grass rendering, vous allez avoir de l'auto-résolution. Bref, vous allez avoir quand même pas mal de choses assez intéressantes dans les caractéristiques et tout simplement les options du logiciel. Pareil, hein, pour la partie tout simplement rendue. Vous allez vous retrouver en travaillant sur la partie menu avec une possibilité de créer très rapidement une maquette blanche pour tout type d'objet. Hop là. Ouais. Ok, vous pouvez changer le type de mode. D'accord. Vous pouvez travailler sur d'autres choses, hein, au niveau de la caméra, hein, comme sur les autres logiciels de rendu. Vous allez pouvoir travailler sur l'exposition, les profondeurs, hein. Vous allez avoir un effet bokeh. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure avec l'arme. Hop là. Ok. Ah non, c'est ici. Hop là. D'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être assez intéressant à positionner dans vos rendus. Et, euh, et voilà. Alors, très rapidement, vous pouvez travailler sur la partie rendue, la partie tout simplement rendue balade. Vous allez vous travailler aussi sur la partie rendu image, où vous allez travailler énormément sur les différentes caractéristiques vous permettant d'avoir des rendus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, réalistes. Donc là, ça sera en fonction de vos usages, savoir si oui ou non vous devez saturer davantage l'image ou pas, lui donner un petit peu de tête. C'est vraiment sur cette fenêtre de configuration que ça se passe. Travailler sur les illuminations, travailler aussi tout simplement sur l'environnement extérieur. Si je prends par exemple la partie town, vous voyez que derrière, en fait, vous allez avoir des, euh, un environnement qui va se créer tout simplement. Voilà. Et, euh, et puis voilà. Voilà. Alors, on informe que je dépasse un peu de temps, encore une fois. Donc voilà. L'idée, c'était de vous présenter très rapidement Enscape sur les possibilités que vous avez. Nous réalisons des formations beaucoup plus longues, où on va beaucoup plus en détail sur chacune des options. Je voulais parler à un moment donné aussi de la partie réalité virtuelle. Donc là, euh, mon casque, je ne l'ai pas connecté sur le PC. Mais si j'avais eu mon casque connecté, j'aurais eu un menu, hein, ce menu-là que vous voyez ici. Il apparaîtrait au niveau de mes manettes, en fait. J'utilise moi, par exemple, un casque Oculus, tout simplement parce que je travaille dans un environnement assez restreint, contrairement aux besoins que vous pouvez avoir avec un casque de type Vive ou autre, Vive de chez HTC. Et pareil, hein, une fois l'ambiance sonore positionnée, travailler sur la colorimétrie, et là, c'est un travail.
Vous allez avoir la possibilité tout simplement de partager une expérience qui est quand même assez intéressante. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que toute manipulation que vous allez faire sur Revit va en fait avoir un impact directement sur la partie euh, Enscape. Si vous bougez tout type d'éléments, je dois avoir c'est un, alors, pourquoi je peux pas bouger? Ah oui, c'est une maquette liée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un lien. Hop là, hop, hop là. Donc, si je crée mon petit mur, il va apparaître directement de l'autre côté. Il faut juste faire attention que je le crée bien. Un peu, hop là, allez, il est créé. Okay. Oui, il apparaît directement sur mon environnement. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que quand vous mettez le casque, ou alors même quand vous faites, ouais, principalement quand vous mettez le casque sur la tête de votre client, il exprime des nouveaux besoins ou il vous exprime le fait qu'il a envie de déplacer des éléments, parce que positionner à l'avance sur le projet avant qu'il soit construit, c'est quand même quelque chose de formidable. Et il a encore le choix, en fait, tout simplement de vous demander de faire certaines modifications. Vous pouvez les faire en live avec lui, faire un compte rendu par la suite, lui demander de confirmer que c'est bien ça, son nouveau besoin. Son besoin a bien été changé. Et, et puis, voilà. Ok, bah écoutez, je reviens sur la partie PowerPoint. Et la partie PowerPoint, bah, c'est simple, hein, je vais tout simplement vous remercier pour votre attention, pour votre participation. En vous souhaitant aussi une bonne fin de semaine. Si vous avez des questions, si vous voulez rentrer plus loin dans les détails, n'hésitez pas, hein, contactez-nous. Je vous laisse mon adresse mail, choueb.qureshi@manandmachine.fr. Bon, c'est pas un prénom c'est que vous allez entendre tous les noms, ni un nom que vous allez entendre vous allez voir tous les jours. C'est d'origine indienne. Et, voilà. Donc, je vous laisse le temps un petit peu de noter si vous voulez. Sinon, vous envoyez un mail à marketing@manandmachine.fr et ou à contact@manandmachine.fr et de toute façon l'information circule assez bien au sein de notre entreprise. On fera le nécessaire pour prendre contact avec vous. Une formation sur Enscape, faut prendre une petite journée pour pouvoir voir un petit peu les trucs et astuces. Vous pouvez la faire sur Revit. On peut aussi la faire sur SketchUp. Sur SketchUp, il y a des choses qui sont intéressantes. On peut aller beaucoup plus loin. Et voilà. Alors, je vous parle aussi de nos prochains webinars. On va avoir plusieurs webinars qui vont arriver, hein. Celui qu'on a là à l'heure actuelle, c'est celui d'Enscape. Il y en a un autre qui va arriver la semaine prochaine, deux, hein, Inventor. Il y en a deux par semaine, hein. On va avoir Inventor. On va vous présenter les nouveautés d'Autodesk Inventor 2021. Revit, on va parler un petit peu des nomenclatures et comment on exporte les données assez simplement. Ensuite, on va aller vous présenter la partie BIM Booster, où on va vous présenter des workflows assez intéressants entre Revit et Excel. Vous avez d'autres outils qui le font, mais BIM Booster, c'est quelque chose qu'on développe nous-mêmes. Et BIM Booster, c'est aussi un couteau suisse qui vous permet de simplifier vos tâches sur les opérations, sur les missions que vous avez en projet BIM. On fera aussi une petite initiation à la programmation visuelle où là, on partira d'un niveau très très jeune sur le Dynamo et puis on présentera quelques exemples pour vous permettre de faire des choses assez sympathiques. On parlera de sophistique aussi, hein, où là on vous présentera en fait tout simplement une descente de charge dans Revit. Hein. Christian va prendre le dessus, elle va prendre la main là-dessus et il vous fera une présentation assez sympathique. Il a des beaux PowerPoint, il fait des très belles explications. Il est là avec nous là. On va avoir BIMTrack aussi, on vous présentera la plateforme de collaboration. Vous avez vu, on est très orienté collaboration avec Man Machine. On présentera aussi BIM Booster à nouveau sur la partie gestion des conflits. C'est quelque chose qui est très apprécié de la part des utilisateurs. Donc on va retrouver une gestion qui est quand même assez proche de celle qu'on peut avoir
euh, sur Navisworks. Elle se trouve, là, elle est quand même assez intéressante hein, pour l'avoir testée et avoir fait tester une collègue, c'est très intéressant. On vous montrera aussi les nouveautés dans Revit 2021. On présentera aussi Navisworks et puis un nouveau Revit sur la partie géolocalisation, chose qui est très importante pour le démarrage de projet avec Revit. Et puis, au besoin, on n'hésitera pas à vous positionner d'autres webinaires. On en a d'autres en bonus hein, qui vous attendent. Et puis voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou sur Facebook. Man Machine France pour LinkedIn. Man France sur Twitter. Et Facebook Man Machine France. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous remercie énormément pour pour le temps que vous nous accordez, aussi pour le temps que vous vous accordez pendant ce confinement. J'espère que vous prenez bien soin de vous. J'espère aussi qu'on va pouvoir tous monter sur selle très rapidement en retournant au bureau. Hein, même si on a du travail à distance et qu'on fait du télétravail, l'idée c'est de pouvoir revoir les collègues. Voilà, voilà. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.